61 19 88 88. Le 61 19 88 88. Et tout à l'heure, Maurice Tantan se fera le plaisir de lire et de partager quelques-uns de vos commentaires. Allez, il est l'heure, je crois, c'est ça, il est 7 heures. Il est 7 heures. Et puis Awa Cherif est déjà au portillon, elle nous attend pour vous livrer les dernières infos. C'est tout de suite. Oui, il est déjà 7 heures. 7 heures, c'est l'heure donc du bulletin de l'information, une présentation de Awa Cherif. Bonjour Awa. Bonjour Ricardo, Serge, bonjour. Bonjour Awa. Amis téléspectateurs, bonjour et très heureuse de vous retrouver ce matin. Et voici le bulletin d'information. Les populations des communes de l'Atakoura épousent la vision et les ambitions de développement du chef de l'État, Patrice Talon. Elles l'ont dévoilé samedi à la mairie de Natitingou à l'initiative de la Ligue de la jeunesse de l'Union progressiste de l'Atakoura. Les précisions avec Mathieu Soukeno et Patrick Adjagoudjou. Il aime beaucoup ce pays et veut vraiment le développer. C'est pourquoi il n'est pas préoccupé par les questions de popularité, de populisme. Il prend de courageuses décisions et il nous faut le soutenir, l'encourager et l'accompagner. Le président Patrice Talon est l'homme dont il s'agit, homme de vision, dont les ambitions de développement méritent d'être soutenues. À Natitingou, la jeunesse de l'Union progressiste se réjouit des acquis du PAG, déjà visibles dans l'Atakoura, et réitère son soutien au gouvernement Talon. Les jeunes de la commune de Natitingou et ses environs apportent leur soutien indéfectible et sans faille aux actions du chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Talon. Contre vent et marée, nous sommes et serons unis à ses côtés. Nous, femmes de la commune de Natitingou, sommes venus affirmer, confirmer et, si nécessaire, réaffirmer notre appartenance à la mouvance présidentielle et aux nobles idéaux défendus par le chef de l'État, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Tous ici, artisans, acteurs politiques, sages et notables, s'unissent pour accompagner l'œuvre de construction du Bénin révélée en marche. La Ligue de la jeunesse progressiste de l'Atakoura a saisi cette mobilisation pour mettre en lumière les réformes dans l'Atakoura. Nous félicitons vivement le chef de l'État pour le programme d'asphaltage des villes qui a réellement commencé, dont notre chère belle ville de Natitingou est bénéficiaire. Merci au chef de l'État pour le bitumage de la route Natitingou-Boukombe qui progresse très bien, dont la qualité des travaux est appréciée de tous. Nous remercions aussi le chef de l'État pour 2 barrages hydro-agricoles à Péonko et à Kérou. La réalisation d'un terrain de sport à Kérou. La construction d'une usine de grenaille de coton à Kérou. La liste des réformes qui touchent le bien-être des populations et créent des emplois décents est longue. Entre autres ces réformes, le projet H. À travers ce projet, à partir de janvier 2019, 350 000 personnes bénéficieront gratuitement des premières cartes biométriques qui serviront à leur prise en charge entière. Une prise en charge sociale, une prise en charge sanitaire et bien d'autres. Un nouveau vent souffle désormais dans l'Atakoura et porte le PAG en triomphe. Cette sortie des jeunes de l'Union progressiste est un signal fort pour ratisser l'âge lors des prochaines élections. Et d'un soutien à un autre, le Parti Force républicain engagé pour le développement, Fred, a tenu son conseil national samedi dernier à Kilibo. Les militants et militantes venus de toutes les contrées du Bénin apportent leur soutien au président Patrice Talon. Reportage. Force républicaine engagée pour le développement, Fred, un parti politique qui porte déjà le nom du bloc auquel il entend se joindre. En tant que formation politique profondément ancrée dans la majorité présidentielle et soutenant les actions du gouvernement Patrice Talon,
Force républicaine engagée pour le développement n'entend pas rester à marge de la réforme du système partisan. Le congrès extraordinaire qui s'ouvre ce jour en est une illustration qui témoigne l'attachement et le soutien indéfectible de notre leader, Dr Romaric Ogoale, aux idéaux du président de la République. Cette messe pour honorer leur leader charismatique, le président Talon, vient également révéler au monde l'existence d'un parti né il y a à peine 2 ans et qui fait déjà parler de lui sur l'échiquier politique national. Que rien ne nous détourne du pacte républicain, chemin ouvert par les sacrifices ayant abouti à la concrétisation de cette union. Car jeunesse peut, jeunesse pourra, au prix de son engagement et de sa détermination. Le Conseil national du parti est aussi l'occasion pour les partis et mouvements alliés d'affirmer leur admiration face à un tel regroupement. Au parti Fred, nous assumons plus que jamais notre position à travailler aux côtés du président Patrice Athanase Guillaume Talon. Qui a dit que Savin est hostile aux idéaux du président Patrice Talon? Savin est loin d'être hostile. Patrice Talon est notre frère. Moi, je suis ému. Je suis ému parce que l'honorable Ogoale vient de nous montrer que quand on est jeune, on est capable de beaucoup de choses. On peut se mettre ensemble. Qu'est-ce qui nous divise? Si tant est que nous aimons notre localité, si tant est que nous aimons OSS avec la Zoué, notre circonscription, si tant est que nous aimons le Bénin, pourquoi chacun doit avoir un parti politique dans sa poche? Des leaders politiques de la même circonscription électorale qui entendent désormais faire bloc pour aller aux élections législatives. Voyons à présent ce séminaire régional sur les interrelations entre les comptes macroéconomiques et la robustesse des modèles de cadrage. L'initiative est du Centre régional d'assistance technique du FMI Afritac de l'Ouest. Les participants verront leurs capacités renforcées pour l'élaboration des outils de gestion du cadre macroéconomique. On fait le point avec Linaïk Abazaou et Patrick Yimavo. Les comptes macroéconomiques et la robustesse des modèles de cadrage. C'est le thème autour duquel vont être présentées différentes communications au cours de ce séminaire. Venus des différents pays de la sous-région, ces cadres chevronnés de l'administration des finances veulent affiner leurs compétences en matière de cadrage macroéconomique. La formation est assurée par les experts du Centre régional d'assistance technique du FMI, Afritac de l'Ouest. Le présent séminaire vise tout d'abord à renforcer les capacités des principaux acteurs du processus budgétaire que vous êtes sur les interrelations entre les comptes macroéconomiques, le secteur réel, le TOF, la balance des paiements, la situation monétaire intégrée. Ensuite, de partager ces expériences de chaque pays sur la qualité des outils et les processus mis en place dans l'élaboration des cadrages macroéconomiques. Et enfin, d'identifier les pistes d'action pour rendre plus performants les outils et les processus de cadrage macroéconomique et budgétaire dans vos pays. Le Bénin se félicite d'abriter la rencontre et la juge importante. Le présent séminaire vient à point nommé pour permettre aux cadres de mettre à la disposition de nos gouvernements respectifs des données de qualité pour les guider dans leur prise de décision. Depuis 2015, Afritac de l'Ouest s'investit dans l'analyse et les prévisions macroéconomiques. Ce séminaire est pour les participants un creuset de partage d'expériences et une occasion de remise à niveau. Les notions ici acquises seront mises au service du développement économique de leurs pays respectifs. Et toute autre chose à présent dans ce bulletin d'information, les lauréats du prix RFI Challenge APP Afrique ont été reçus dans la soirée de ce mardi par la ministre de l'économie numérique. C'est un prix qui encourage les projets innovants dans le domaine du numérique et la finale a eu lieu cette année à Cotonou. La ministre a promis accompagner ces jeunes dans une démarche d'intégration régionale. On retrouve à nouveau Linaïk Abazaou. Aurélie Adam Soule Zoumarou reçoit les lauréats du prix RFI Challenge App Afrique, une compétition organisée par Radio France Internationale et qui promeut les projets innovants dans le domaine du numérique.
C'était très intéressant, elle a été très à l'écoute des 3 projets, de comprendre aussi comment des projets comme ça peuvent travailler entre eux, pas forcément être en concurrence, ni en concurrence avec ce qui se fait au Bénin, mais travailler ensemble. Et c'était intéressant pour nous, voilà, de dialoguer avec une ministre qui était à l'écoute de ce genre de préoccupations. Sur 300 projets déposés, 3 ont retenu l'attention du jury et les lauréats ont été primés à Cotonou. Ils expriment leurs attentes à la ministre de l'économie numérique. C'était principalement de savoir pour nous ce qu'elle pouvait faire pour nous, comme cela. Et on a eu à émettre des idées, notamment à travers en fait, les 45 projets phares du gouvernement. S'il y a des projets qui rentrent dans le domaine de l'agriculture et orientés vers le développement durable, nous pouvons bien sûr en fait, intégrer en fait, ces projets-là. Aurélie Adam Soule Zoumarou est séduite par la pertinence des projets des lauréats et promet de les soutenir. Ce sont des jeunes qui proposent des solutions innovantes pour améliorer la productivité agricole, pour aider les agriculteurs à améliorer leur productivité, à assurer en fait la fertilité de leurs terres. Et j'ai été impressionnée et assez contente de les entendre expliquer leurs projets, les perspectives d'avenir qu'ils ont. Et déjà, pour en tout cas quelques-uns d'entre eux, les possibilités de partenariat, de contrat qu'ils ont pu obtenir en Afrique en général. Nous leur avons assuré que nous voulons mettre en lumière donc, ces projets-là, que ce soit au niveau du Bénin, mais aussi en Afrique, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'intégration. Nous avons envie que nos solutions qui sont créées au Bénin puissent s'exporter partout en Afrique et de la même façon, des solutions créées ailleurs peuvent s'exporter. Avant la rencontre avec la ministre de l'économie numérique, les lauréats ont été les invités de l'émission C'est pas du vent, enregistrée en mode grand public à l'Institut français de Cotonou. Les 3 primés viennent respectivement du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. À noter qu'un jeune béninois fait partie des 10 premiers. Et on passe maintenant au dernier sujet de ce bulletin d'information. En marge de sa participation à la COP24 en Pologne, le Bénin définit sa position sur cette négociation sur les changements climatiques. C'est à travers la 2e session du Comité national sur les changements climatiques. Elle a démarré ce mardi à l'Infosec de Cotonou. On retrouve William Tchoki. Dans cette salle de conférence de l'Infosec, de potentiels membres de la délégation béninoise à la conférence des parties des Nations Unies, la 24e édition sur les changements climatiques. Ils sont aussi pour la plupart membres du Comité national sur les changements climatiques, un comité qui tient sa 2e session de l'année. Le Comité national sur les changements climatiques, créé en 2003, est l'un des mécanismes mis en place par le Bénin pour témoigner de sa volonté de contribuer à la riposte mondiale contre les effets néfastes des changements climatiques. Cette rencontre fait office de la définition des positions du Bénin à la COP24 en Pologne. En dehors de la présentation des principaux enjeux de cette conférence, vous serez également amenés à dégager la position du Bénin sur les différents sujets en négociation afin que les priorités du Bénin en matière de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques soient prises en compte. Cette rencontre planétaire démarre le 3 décembre prochain. Elle marque la fin de la phase préparatoire de la mise en œuvre de l'accord de Paris. La délégation béninoise affûte ses armes pour une participation exemplaire et bénéfique. À la COP24 de Katowice en Pologne, pour lequel vous vous préparez à travers ces assises, il s'agira d'échanger sur les règles d'exécution de l'accord de Paris, le lancement du processus de relèvement du niveau global d'ambition, le financement climatique sur lequel un accord doit être obtenu au cours de cette COP24 à Katowice. Nous allons nous organiser par thématique, comme nous l'avons fait l'année dernière, pour que chaque participant à la COP24 puisse avoir un cahier de charge et que nous ayons des objectifs précis que nous allons poursuivre là-bas. Le Bénin, au cours de cette négociation sur le climat, va réitérer cette volonté du chef de l'État émise à la COP22 au Maroc, celle d'abriter le Centre international de recherche agricole sur les changements climatiques.
Ainsi se referme ce bulletin d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. L'émission, c'est 5 sur 7 matin sur la télévision nationale. Merci de votre fidélité. Nous sommes mercredi 14 novembre 2018, mercredi de l'économie. Naturellement, sur 5 sur 7 matin, nous allons pouvoir revenir dans un instant dans le forum de discussion sur le secteur avicole, une filière peu connue, mais pourtant qui apporte énormément à l'économie nationale. Nous aurons le temps avec les confrères d'évoquer le sujet. Et puis, on vous rappelle cette question, la question du jour. Quelle stratégie, selon vous, devrait-on mettre en place pour booster le secteur avicole au Bénin? Quelle stratégie, selon vous, devrait-on mettre en place pour booster le secteur avicole au Bénin? Question à laquelle vous pouvez donc répondre via nos divers canaux de communication qui sont d'ores et déjà ouverts. Vous les connaissez, c'est Facebook, c'est Twitter et puis c'est WhatsApp, le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Dans un instant, Maurice Tantan se fera donc l'énorme plaisir de nous donner lecture donc des commentaires de vos réponses et commentaires sur la toile. Mais avant tout ceci, nous allons pouvoir être un peu plus complet sur l'actualité avec la revue des titres des quotidiens parus et parvenus donc ce jour à notre rédaction. Et cet exercice, on va le faire avec Awa Chérif qui reste en place. Awa. On va démarrer avec le quotidien du service public La Nation qui titre en manchette « Programme d'investissement public gestion 2019 », plus de 425 milliards de francs CFA pour 197 projets, titre le journal. On reste toujours avec La Nation qui parle de la commune de Parakou, de bonnes appréciations sur la gestion de la ville. Et puis, prix RFI Challenge, Aurélie Adam Soulé offre son accompagnement aux lauréats. Le matinal à présent. Le matinal qui revient sur le programme d'investissement public 2019 et nous informe que Biochane a exposé les projets phares du gouvernement. Et au parquet de Cotonou, Mario Metonou, le procureur, imprime sa marque, constate le journal. Nous allons voir l'autre quotidien à présent, le journal L'autre quotidien qui revient sur les réformes du système partisan. Les mérites de Patrice Talon sont à lire dans les colonnes du journal L'autre quotidien. Et puis, toujours à la une du même journal, préparatif de la rencontre Gambie-Bénin, Michel Dussuyer dope le moral des écureuils pour la victoire.
Et puis rencontre entre le ministre de l'Énergie et la Jeunesse de Porto Novo, Dona Jean-Claude Oussou galvanise les jeunes de l'Ouémé. Et puis Serge Auguste Zongo du Burkina Faso est sacré meilleur prix RFI 2018 à Cotonou. On passe à un autre journal. Le matinal vient de passer à peine. Oui, le matinal est passé déjà. Un autre journal. Un autre journal. L'autre quotidien est passé également. Voilà. L'autre vision à présent, projet de budget de l'État exercice 2019, nette augmentation des recettes par rapport à l'année 2018. Le gouvernement Talon multiplie les efforts pour la réalisation du programme d'action du gouvernement. Et puis, prévision au titre de l'année 2019, une bonne batterie de mesures sociales au profit des Béninois, titre le journal. Bénin Intelligent parle aussi du programme d'investissement public avec les grands projets pour 2019. Le journal qui vous présente également le portrait aujourd'hui de Virgile Tofodji, sans nul doute. Et puis l'événement précis également revient donc sur la présentation du programme d'investissement public en 2019. Et fait remarquer que Biotchané annonce la concrétisation tout simplement à grands pas du programme d'action du gouvernement. C'est un pas décisif vers l'autonomie énergétique et puis bien d'autres choses à lire donc sur cet article dans les colonnes du journal. L'événement précis. Nouvelle expression à présent, volet social du budget 2019, le gouvernement Talon priorise l'amélioration des conditions de vie des populations. Et puis, projet du PIP 2019, Biotchané annonce la concrétisation des projets majeurs pour le renforcement de l'action du gouvernement. Voilà, c'est tout pour les journaux qui nous sont parvenus aujourd'hui. Awa Chérif, merci beaucoup. Merci à vous, Serge. Vous passez un très bon mercredi. Merci. On vous retrouve bientôt. Bientôt, demain peut-être. Ah d'accord, demain peut-être. Demain. Ouais. Ricardo? Tomorrow, maybe. Je vous retrouve demain. À demain. Oui, à demain. Ouais. Surtout restez sage. J'ai toujours été sage. C'est bien. Allez, la suite de 5 sur 7 matin, c'est bien sûr le forum de discussion. On va l'installer tout de suite, juste après la courte pause qui va suivre. Le droit à la santé, c'est avoir une alimentation saine et équilibrée pour les personnes vivant avec le VIH. Pour moi, le droit à la santé, c'est mettre fin à la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Pour moi, le droit à la santé, c'est rendre disponible et faciliter l'utilisation du préservatif. C'est moi, je e gba viru peno gonu beneto oton soro tenu mi walo dagbe e mi lu na zan bo beneto mi tra inu ko gandie jo amo mi ton e yesu fan bo doji gandi la ipon e fi lameno dagbe yo ndudu abinu sisof no teme e do o khade le gesi do to me fie.
Voilà, retour sur ce plateau de 5 sur 7 matin. Nous sommes mercredi, nous parlons donc essentiellement économie aujourd'hui et puis nous mettons un accent particulier sur ce secteur, cette filière, la filière avicole au Bénin, une filière encore peu connue mais qui apporte sans doute beaucoup à l'économie nationale. Nous aurons le temps d'en parler avec nos confrères en plateau. Et puis cette question qui vous est adressée à cet effet, quelle stratégie selon vous devrait-on mettre en place pour booster le secteur avicole au Bénin? Quelle stratégie selon vous devrait-on mettre en place pour booster le secteur avicole au Bénin? Question à laquelle vous pouvez donc répondre sur Twitter, sur Facebook, mais également sur WhatsApp à travers le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Répondez donc à cette question. Et puis dans un instant, Maurice Tantan sera par ici pour nous donner lecture de vos commentaires. Alors, la filière avicole au Bénin, c'est une filière inscrite notamment avec filière d'œufs, viande de table, lait et tout, inscrite au programme d'action du gouvernement. Nous aurons le temps donc d'en parler avec vous, Nadia Akio. Vous êtes médecin vétérinaire. Merci de rester avec nous. Merci. Et puis en face, pour faire donc le débat, Martial Guidigan, bonjour. Loïc Pécou, bonjour. Et puis Wilfried Mono. Bonjour Wilfried. Ah, vous savez maintenant, ça étonne encore. Martial, vous avez quel problème? Bonjour Serge, bonjour aux amis téléspectateurs. Plaisir de partager le plateau avec Madame Nadia. Ah, d'accord. Quand il y a une femme, je suis toujours heureux. Ah bon? Et plus inspiré. D'accord. Certainement. Alors, Madame Nadia, la filière avicole, parlez-nous un peu aujourd'hui de cette filière. Comment est-ce qu'elle est structurée d'abord? D'accord. Donc, pour la structuration de la filière avicole aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, c'est des acteurs en amont. C'est ceux qui fournissent les intrants, les poussins d'un jour, l'aliment pour nourrir les animaux, les services vétérinaires. C'est les producteurs eux-mêmes. Ils sont regroupés au sein de l'Union nationale des aviculteurs professionnels du Bénin. Et en aval, c'est les transformateurs et les distributeurs. Donc, c'est toutes les braves femmes au marché qui distribuent, les commerçants qui organisent la distribution, mais aussi de la transformation. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un effort qui se fait au niveau de la transformation de la viande de volaille. Il ne s'agit plus d'aller acheter un poulet vivant au marché, le tuer, mais c'est déjà disponible en prêt à cuire de la viande produite au Bénin. Des découpes de viande de volaille sont disponibles. Il y a même de la transformation, il y a des saucisses de viande de volaille produites au Bénin. Donc voilà un peu comment aujourd'hui ça s'organise la filière. Et autour... Allez-y. Et autour de ces acteurs principaux que je viens de citer, comme je vous le disais, c'est une filière locomotive autour de laquelle gravitent plein d'autres acteurs. On aura ceux qui produisent les céréales, le maïs jaune notamment, le soja. Il y a également ceux qui utilisent tout ce qui sort de l'aviculture. Aujourd'hui, à l'heure où on essaye de ne plus utiliser des engrais chimiques, la fiente de volaille est beaucoup utilisée par les maraîchers pour pouvoir nous donner de l'engrais. C'est un très bon engrais et c'est un engrais sans produits chimiques. Alors, lorsque l'on évoque la structuration de la filière ou du secteur, j'ai bien envie de savoir un peu comment se portent le ou les cheptels avicoles nationaux. Est-ce qu'il existe une répartition géographique, par exemple, de ces cheptels-là? Alors, la répartition géographique, il y a de l'aviculture sur tout le territoire. Ça dépend de quel type d'aviculture on parle. L'aviculture traditionnelle, il y en a un peu partout. On dira qu'il y a même plus de pintades dans le nord du pays qu'au sud. Mais l'aviculture moderne, celle dont parle essentiellement l'interprofession, même si le volet traditionnel n'est pas oublié, ça c'est plutôt le climat qui fait en sorte que l'aviculture est plus dans le sud du pays. Parce que dans le nord du pays, avec les fortes températures, ce n'est pas très propice au développement des élevages modernes dans le nord du pays. D'accord, donc on retrouvera beaucoup plus d'aviculteurs dans le sud que... On retrouvera beaucoup plus d'aviculteurs dans le sud, dans tout le sud, l'Atlantique, le Mono, l'Ouémé, il y en a dans le Zou. Et dans le nord, il n'y a pas beaucoup d'installations d'aviculteurs modernes. Cependant, l'UNAP couvre tout le territoire avec un maillage dans tous les départements.
Enfin, j'aimerais bien qu'on parle un peu de la production, de la commercialisation et même de la consommation aussi, en nous focalisant un peu sur les prix également, si vous le voulez bien. La production, par exemple, dans le secteur avicole, comment est-ce que vous voyez la chose? Est-ce que tout semble bien aller? Parce qu'à l'écouter Nadia... Je crois qu'elle serait mieux placée pour répondre à la question de la production. C'est vrai qu'on l'a eu en première heure. Elle semblait dire quand même que ça ne va pas si mal que ça. C'est assez bien, en fait. C'est ça. Quelle est la capacité de production aujourd'hui du Bénin en matière de, si je prends les têtes de cheptel de poulet? De poulet, quand on parle d'œufs, on est autour de 15 000 tonnes d'œufs produits. Et quand on parle de viande de volaille, autour de 16 000 tonnes. Mais est-ce la capacité de production du Bénin? C'est là la grande question. Parce que c'est le marché... Vous demander, moi, quelle est la demande que vous arrivez, quelle est la demande en face? D'accord. Parce que toute la quantité produite aujourd'hui, elle s'écoule très bien. Elle ne suffit même pas à couvrir tous les besoins. Mais le secteur est plutôt instable. Cette année, je pense que les aviculteurs vont reconnaître tous, en tout cas ceux qui produisent des œufs, qu'ils ont très bien vendu leur œuf tout au long de l'année. Mais il se peut arriver qu'avec des importations, qu'avec d'autres facteurs, l'année ne se passe pas très bien, ce qui fait que ça fluctue beaucoup et ça ne permet pas aux gens de stabiliser leur production véritable. Donc je disais, les éleveurs aujourd'hui ne produisent pas ce dont ils ont la capacité. Ils ne font pas la politique véritablement de leurs moyens, mais ils font la politique du contest. Ils essayent de produire un minimum pour quand même pouvoir l'écouler. Sinon, ils sont véritablement capables de produire plus. Je l'avais dit, c'est une filière à cycle très court et en un rien de temps, on peut véritablement étendre. Parce que ce qu'on entend dire souvent, c'est, vous dites, arrêtez les congelés. Si on arrête les congelés aujourd'hui, êtes-vous capable de satisfaire? Mais c'est quelque chose qui peut prendre tellement vite. En 2 mois, on peut avoir assez de poulets pour nourrir toute la population. Donc, c'est possible si les bonnes décisions sont prises. Les bonnes décisions par qui? Les bonnes décisions sont prises, c'est vrai, c'est des deux côtés. Il y a les décisions étatiques. On est dans la sous-région, on a de grands pays avicoles à côté. On peut citer le Sénégal, on peut citer la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso, oui, mais c'est des pays, quand on regarde tous ces exemples, c'est des pays à des moments qui ont pris des décisions courageuses. Aujourd'hui, le Sénégal veut repartir vers l'ouverture de ses frontières, mais depuis plus de 10 ans, il était impossible d'importer de la viande de volaille au Sénégal. Et quand on prend des décisions pareilles sous couvert de la grippe aviaire, parce qu'il y avait la grippe aviaire, le Sénégal dit « je protège mon marché ». Mais cette protection de son marché a boosté son aviculture et l'a emmené au niveau qui nous inspire aujourd'hui. Pareil pour la Côte d'Ivoire, qui depuis le président Oufoué a mis 500 francs par kilo de viande de volaille importée. Alors il était à ce moment devenu impossible presque d'importer de la viande parce qu'elle revenait forcément plus chère que la viande locale. Aujourd'hui, on parle du coût élevé de la production locale, mais la production locale peut être plus compétitive si on lui donne l'occasion. Puisque s'il y a des semences produites localement, je parle du poussin d'un jour qui est local, s'il y a beaucoup plus de maïs et s'il y a un marché qui est plus favorable, ça permet aux éleveurs de proposer des produits moins chers. Puisqu'aujourd'hui, ils sont dans des petites quantités, dans une production pas forcément industrialisée dans tous les secteurs, ce qui fait que ça revient un peu plus cher. Mais aujourd'hui, quel est l'état des lieux dans votre... Puisque vous êtes dans une interprofession, quand vous analysez un peu l'offre aujourd'hui en termes d'œufs et de volailles et tout le reste, est-ce que vous arrivez à satisfaire la demande? Vous avez des difficultés concrètes? Ce n'est pas possible aujourd'hui de satisfaire la demande en œufs par rapport à ce qu'on produit et par rapport aux besoins. En tout cas, de façon théorique, ce n'est pas possible que notre petite production aujourd'hui satisfasse le besoin. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Comme je vous dis, c'est un marché qui n'est pas animé que par notre production. Alors, tout ce qui vient à gauche, à droite, qu'on ne contrôle pas toujours, fait que de temps en temps, malgré que la production soit estimée petite, il y a des moments où il y a un surplus de production sur le marché. Wilfried, voilà ainsi présenté le tableau aujourd'hui du secteur avicole. Quant à la production, à la distribution, à la consommation, qu'est-ce que cela vous inspire? C'est un secteur en fait, qui doit normalement venir améliorer les recettes de l'État si l'État prenait conscience de ce vivier de ressources. Les acteurs essaient de tenir le secteur tant bien que mal, parce que c'est d'abord à leur niveau qu'ils ont commencé par se structurer. Et ils attendent, ils font des appels de pied
au ministère depuis, j'ai l'impression qu'à ce niveau, les réponses ne sont pas encore suffisantes. Mais il y a une grosse difficulté qu'elle a citée à l'instant, c'est, je dirais, la concurrence face donc aux produits importés, aux produits congelés. Voilà. Oui, il faut quand même noter ici que ce n'est pas le même produit. Hein. C'est vrai que c'est des produits de substitution. Hein. Ici, nous ne produisons pas les ailerons. D'accord. Donc, ce qui vient concurrencer beaucoup plus... en parlant de volaille, naturellement, elle parlait plus de la volaille congelée. En parlant de volaille, c'est beaucoup plus... C'est des ailes de dinde. Ok. Nous n'en produisons pas ici. On n'en produit pas forcément ici. Mais ça vient concurrencer et très, très mal. Ça met très en mal. Elle n'a pas l'air d'accord avec vous quand vous dites que nous n'en produisons pas. Je sens juste si, nous ne produisons pas d'ailerons, mais quelle est la problématique de l'aileron? En dehors de nos pays, en général, les Européens, ils produisent la viande de volaille pour son blanc. Le blanc de poulet, c'est la poitrine du poulet. Donc, une fois qu'ils ont produit le poulet, la volaille en général, que ce soit le poulet ou la dinde, c'est pour en récupérer le blanc, l'escalope de poulet ou de dinde. Donc, une fois que le blanc est pris, ils ne sont pas très consommateurs de tout ce qui est cuit, c'est ailes. Donc, l'aileron, c'est les ailes de dinde. Donc, ça reste un sous-produit. C'est possible de produire de l'aileron ici si nous vendons bien le blanc et que l'aile reste. Donc, quand ils produisent la volaille, c'est véritablement pour valoriser son blanc et le reste est déclassé. En tout cas, n'est pas très consommé localement et donc nous pouvons l'avoir à un prix plutôt accessible. C'est ça que je dis, c'est parce que c'est ce produit-là qui vient concurrencer ou qui vient offrir à nos aviculteurs une concurrence déloyale. Parce que, vu qu'elle a parlé elle-même du prix du produit sur le marché, or nous n'avons pas un pouvoir d'achat suffisamment élevé pour faire face aux produits de qualité que les aviculteurs offrent sur le marché. Donc, la grande partie des consommateurs, ça donne beaucoup plus à ces produits importés. Donc, comme elle le préconisait, il faudrait que le gouvernement puisse prendre conscience en les accompagnant pour que le prix soit accessible à toute la grande masse. Et alors, ces ressources peuvent provenir aussi des recettes aux portes. Oui, mais vu que vous parlez d'ailleurs du prix, est-ce que vous pensez que c'est cher sur le marché aujourd'hui? Avant de répondre à votre question, permettez-moi de quand même opiner un peu sur ce qu'a présenté Mme Nadia. Tout à l'heure, vous êtes d'accord avec moi que les produits congelés ont commencé par inonder le pays à partir d'un moment donné. Avant, au temps de nos grands-parents, il n'y avait pas de produits congelés. Et c'est quand ça a commencé par inonder, tout le monde a commencé par prendre goût à cela. Et ça a commencé par, disons, prendre de l'espace, si vous voulez. Mais lorsque nous sommes obligés aujourd'hui de voir, d'analyser le niveau d'organisation de cette interprofession de la fêtière dont elle est membre, vous voyez que les acteurs ont commencé par s'organiser petitement. Aujourd'hui, il est appréciable cette organisation. Mais lorsqu'elle évoque les problèmes, les difficultés qu'ils rencontrent ces acteurs sinon dans le domaine, vous allez comprendre qu'il y a un rôle majeur qui doit être joué par l'État. L'État, aujourd'hui, quand on parle de concurrence, quand on parle de tout ce qu'on veut, si nous voulons ne plus consommer les produits congelés, on n'en consommera plus. Parce que la production peut être soutenue, la production peut suffire à la population béninoise et on peut en exporter même. Mais lorsque vous voyez des acteurs livrés à eux-mêmes et ils n'ont aucune force, aucun pouvoir de freiner ou d'arrêter les produits congelés ou bien les produits importés. Mais ça met en difficulté la production, ça met en difficulté l'économie béninoise, ça met en difficulté les acteurs eux-mêmes. Donc à partir de ce moment, il va falloir que nous prenions les résolutions qui s'imposent afin que ces acteurs-là se retrouvent pour mieux produire et que les populations, lorsqu'on parle des œufs frais, on doit consommer des œufs frais. C'est quand même quelque chose de bien. Mais lorsque on importe des œufs, on ne sait pas encore, disons, le temps qu'a déjà fait ces œufs-là. C'est cela qui vous amenait tout de suite dans les couloirs à dire que le jaune d'œuf peut être de couleur noire ou bien de couleur marron. Lorsque vous avez des
des œufs qui devaient être de couleur jaune et vous retrouvez des couleurs marron, enfin, peut-être qu'on demanderait aux spécialistes de la chose de nous dire. Hein. Mais en réalité, j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu sur la consommation. Quel est véritablement le niveau de consommation des Béninois des protéines d'origine animale, par exemple? Parce que tout doit partir de là aussi. Wilfried, elle a dit, hein, elle a dit les agriculteurs sont en flux tendu. Ça, c'est qu'ils n'ont pas de stock. Quand je prends les œufs, est-ce que c'est ça? Ils n'ont pas de stock. Les agriculteurs n'ont pas de stock d'œufs actuellement. En tout cas, Parce cette année, l'année s'est très bien passée. Mais quand on parle du prix... Oui, mais attendez, si c'est 15 000 que vous produisez par an, vous avez dit 15 000 tonnes par an. Oui, mais 15 000 tonnes par an, si on fait un petit calcul, ça fait que combien de... On en consomme combien par habitant si on suppose que ça ne fait même pas un tiers d'œufs par... Voilà, donc ça suppose que la consommation, elle est faible. La consommation, elle est faible, mais la consommation, que ce soit de l'œuf ou de toutes les autres viandes, on est dans un contexte de sous-développement. Et donc, la protéine animale est faiblement consommée. La moyenne africaine, c'est, je pense, 13 kilos par habitant. Et au Bénin, on n'est pas encore à cette moitié-là. Donc, la consommation de produits carnés, de façon générale, est assez faible parce qu'on est dans un contexte particulier. Mais je ne vais pas oublier la question de prix. Parce que concernant la question de prix, je pense que malgré la situation qui n'est pas très favorable, les acteurs se battent quand même et mettent aujourd'hui à disposition des produits de volaille à des prix qui sont tout à fait à la hauteur des produits congelés. Il y a la possibilité aujourd'hui d'avoir 1 kilo de poulet à 1000 francs. C'est disponible. Il y a des acteurs qui le font. Ils essayent aussi, puisque c'est des poulets abattus ici, de commercialiser tout ce qui est tête, cou, pattes de poulet, qui sont accessibles aux ménages qui n'ont pas de gros moyens. Donc, c'est quand même possible. Mais combien d'acteurs y arrivent? Parce que ceux qui le font, c'est ceux qui croient en la chose et qui veulent forcément montrer que c'est possible de produire du poulet au Bénin. Le lobbyisme qu'on essaye de développer, c'est que tout le monde puisse le faire. Parce que ceux qui le font aujourd'hui, ils le font pour imposer et pour montrer ce produit, la possibilité d'avoir ce produit sur le marché. Mais ils ne gagnent pas leur vie en le faisant. Parce que certainement, ils gagnent leur vie en faisant autre chose. Mais l'agriculture se développera si les moyens et les conditions sont adéquates pour que tous les agriculteurs aillent dans cette dynamique-là et puissent produire du poulet et vendre moins cher. Et générer aussi beaucoup d'emplois. Parce que n'oublions pas que pour produire 1000 poulets, c'est un emploi permanent qui est généré. Donc imaginez sur des tonnes de poulets le nombre d'emplois, même si c'est des emplois smicards qui sont quand même générés et qui empêchent que les jeunes soient en train d'errer dans la rue. Si vous me permettez, ouais. Est-ce que la sous-consommation notée ne procède pas des habitudes culinaires, des habitudes, disons, parce que là, je veux dire, ce n'est pas dans toutes les régions qu'on mange des œufs. Au Bénin, on a dit un œuf par jour. Il y a des gens qui n'en consomment pas, ils consomment peut-être un œuf par mois, parce qu'ils ne sont pas habitués à consommer des œufs. Madame Prisca vous dira qu'un œuf par jour, c'est trop, à partir d'un certain âge. Voilà, donc c'est autant de facteurs qui font que, bon, la sous-consommation est là, mais il va falloir aussi agir sur le prix, selon moi, parce qu'il y a dans les régions données, il y a des acteurs qui mettent leur... C'est un peu élevé, le poulet est à 2500, 3000 par endroit, et en ce moment, les ménages à revenus faibles ne peuvent pas quand même accéder à ce produit-là. Oui, donc ça fait que la consommation n'est pas ce que ça devait être. Non, moi je pense quand même que moi j'analysais tout à l'heure le fait que la demande est très forte par rapport à l'offre qui est faible. Et par conséquent, tout ce que les agriculteurs produisent, ça passe. Ouais. Donc on ne sent pas mieux. Nous avons souvent l'habitude de considérer le Nigeria comme une opportunité. En la matière, le Nigeria constitue une menace pour le Bénin. Parce que beaucoup d'œufs proviennent du Nigeria. Hein, beaucoup de volailles aussi rentrent aussi au Bénin sans être contrôlés. C'est vrai, nous sommes dans un espace de libre-échange, mais il faudrait quand même que nous puissions contrôler ce qui rentre pour savoir en fait qu'est-ce que nous consommons. Oui. Mais qu'est-ce qui finalement permet de fixer les prix? Sur quoi est-ce qu'on se base pour fixer le prix des œufs, par exemple? Je veux juste savoir, curiosité. Comme dans toute entreprise, sur le coût des intrants,
sur le coût de production des matières premières pour essayer de fixer un prix. Mais au niveau de l'interprofession également, un travail est fait où des prix planchers et plafonds de l'œuf sont proposés périodiquement aux éleveurs. Mais c'est le marché finalement qui dicte le prix. Oui, le grand voisin peut être considéré comme une menace, mais une grande opportunité aussi parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui, le Nigeria refuse l'entrée dans son territoire de viande importée d'ailleurs, mais ne refuse pas des viandes qui viennent des pays africains. Donc, une fois qu'on aurait atteint de bons niveaux d'infrastructure, d'avoir des abattoirs modernes, certifiés, il est tout à fait possible pour nous de produire et d'exporter vers le Nigeria. À ce moment, ce sera une opportunité. Heureusement que ce serait en ce moment. Je parle de l'instant présent. Je ne suis pas trop d'accord. C'est en quelque sorte, le Nigeria est toujours devenu une opportunité, non une menace. Et là, si le Nigeria nous avait déjà devancé dans la production de ces poulets, il va inonder le Bénin. Donc, le Bénin n'a plus le temps de produire et d'exporter vers le Nigeria. Parce qu'avec la quantité produite par le Nigeria, ils vont abattre le coût, le prix, et ça va inonder le... Et donc, en ce moment, le Bénin va se retrouver toujours sous le joug du Nigeria, parce qu'on sera obligé de... Vous pensez qu'il a raison dans cette analyse? Avec la population du Nigeria, je pense qu'il y a une belle part à se faire depuis assez longtemps, et pas que pour le poulet, même pour les cultures ouvrières. Le Bénin a réussi. Et aujourd'hui, les chiffres qu'on a en importation de congelés au Bénin ne sont pas dus à la consommation des Béninois. C'est des produits, le Bénin servait juste de couloir pour être réexportés là-bas. Et aujourd'hui, même en dehors de tout lobbying du gouvernement, même en dehors de toute décision du gouvernement, les produits congelés prennent un peu de recul parce que ça n'arrive pas à aller au Nigeria. Oui, mais Madame Nadia, sur la question des chiffres et notamment des produits congelés, est-ce que, vu la situation présente, on peut arrêter cette importation des produits congelés? Les acteurs de la filière et l'interprofession, de par son lobbying, n'a même pas demandé à ce qu'on arrête subitement, parce que c'est beaucoup aussi d'emplois. On a essayé, il y a même eu des comités qui ont été mis en place et on essaye de discuter avec les importateurs pour qu'un mécanisme soit mis en place. Parce que l'acteur, c'est des acteurs de l'économie qui sont... Par exemple. Parce que si les autres arrêtent, si on arrête l'importation, vous ne pourriez pas satisfaire la demande. Ah, bien sûr qu'on pourra satisfaire la demande, mais on demande qu'on y aille de façon progressive. Parce que les importateurs, ils ramènent le produit pour le distribuer. Aujourd'hui, ils ont déjà mis des infrastructures considérables pour distribuer de la volaille. Ils ont l'équipement pour ça. Les aviculteurs ne l'ont pas forcément, ils vont devoir le mettre en place. Ces infrastructures existent déjà. Alors mettons-nous ensemble, produisons du poulet et le producteur reste dans son rôle de production et l'importateur aujourd'hui devient un distributeur de la production locale. Le mécanisme qui est proposé, c'est que des taxes soient mises par kilo de volaille et ces taxes serviront à booster la production locale et viendront aussi un peu, parce que n'oublions pas que l'importation aussi, c'est beaucoup de recettes fiscales, c'est ce que l'État importe et oppose souvent. Mais ces recettes fiscales par rapport au développement profond de l'économie ne sont pas grand-chose. Mais tout de suite, en ajoutant quelques taxes, on pourra constituer un fonds de développement de l'aviculture pour booster la production locale et progressivement ramener... je ne suis pas aussi... Est-ce que vos arguments permettront de convaincre... Moi, j'allais leur demander, est-ce que vous arrivez à faire une plateforme avec... vous avez pu établir une passerelle avec les importateurs et distributeurs de ces produits? Même les importateurs ont été convaincus par ces arguments, parce qu'à un moment, le mécanisme était tel qu'ils étaient presque prêts, je pense, à céder 100 francs par kilo. C'est le prix qui n'était pas... le montant qui était source de désaccord, et on a voulu plus. C'était tous les importateurs, même les gros importateurs ou les petits même importateurs? Les gros importateurs représentés par leur groupement, même leurs gros importateurs, puisque c'est une plateforme qui a été mise en place par les services étatiques, c'est la direction de l'élevage et les partenaires techniques et financiers qui ont réuni tout le monde et on a essayé de discuter. Malheureusement, ça n'a pas encore abouti. Pourquoi ça piétine? J'ai une proposition, une solution à vous proposer. C'est vraiment que c'est ridicule, mais produisez beaucoup et cassez le prix pour que le Béninois ne commence pas à consommer le poulet à 800 francs, 1000 francs. Et en ce moment, vous allez voir que progressivement, lorsque vous dites progressivement, il n'y a pas un mécanisme ou bien un outil qui va vous permettre de dire, bon, progressivement, pendant qu'on est en train de vouloir produire davantage, les autres sont en train de diminuer. Non, produisez en quantité et quand la quantité sera quand même au top,
les Béninois, alors vous allez prendre le marché et en ce moment, ça peut aller? Et c'est bien à ce niveau qu'on demande un peu d'aide de l'État parce qu'aujourd'hui, on veut bien produire moins cher, mais quand le poussin il est importé à un prix et qu'on y ajoute les intrants, aujourd'hui, je pense même que le poulet qui est vendu sur le marché est presque vendu au prix coûtant. C'est pour ça que je vous dis, c'est un poulet qui est vendu vraiment... Les œufs sont là. Heureusement que les œufs sont là, mais même à ce niveau. Donc, il faut, par exemple, si un partenariat public-privé existe, et que des poussins sont produits localement. Il y a des accouveurs, hein, je ne veux pas dire qu'il y a le secteur est zéro. Il y a des accouveurs, mais le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de production encore, parce que pour produire les œufs, vous n'êtes client de l'accouveur qu'une fois tous les 18 mois. Vous venez acheter votre poussin, il grandit, il pond pendant longtemps et vous revenez que plus tard. Alors que lorsqu'on produit du poulet, vous pouvez être client de l'accouveur toutes les 6 semaines. Et lui, ça lui permet de développer ce maillon-là. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il vous faut une segmentation de votre secteur? Vous avez parlé des accouveurs, mais on n'en a pas assez au Bénin. Donc on est obligé chaque jour d'avoir l'avion qui atterrisse ou de s'approvisionner chez les Chinois ou beaucoup plus du Nigeria. Mais ça a des risques parce que ça, on peut avoir des maladies qui sont importées. Mais si vous arrivez à segmenter votre secteur, vous aurez des gens qui vont vendre des poulets chers uniquement. Parce que chez nous aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est le même poulet qui a servi au cycle de ponte qu'on est obligé de recycler, et surtout en période de fin d'année, pour pouvoir rentrer dans ces fonds. Aujourd'hui, avec la dynamique des coopératives, il y a du poulet cher, il y a même beaucoup de poulet cher. Et c'est ça que je vous dis, il y a même du poulet cher qui est découpé en cuisse, en ailes de poulet, en blanc de poulet. Il y a de la transformation en saucisse de poulet. Donc, il y a aujourd'hui, depuis 2 ou 3 ans, et même beaucoup plus tôt, le volume s'est accru. Il y a du poulet cher produit localement, et même beaucoup. Alors, Madame Nadia, quand vous parlez des mécanismes que vous mettez en place, comment est-ce que vous comptez justement développer et réussir ces mécanismes quand on sait que les aviculteurs, pour la plupart, ont des difficultés, notamment les dettes qu'ils n'arrivent justement pas à honorer parce qu'il y a eu beaucoup d'aviculteurs qui ont fait des prêts, par exemple, et qui n'arrivent pas forcément à tourner leur entreprise. Qu'est-ce que vous proposez dans ce cas-là? Les agriculteurs qui ont des soucis au niveau des prêts, c'est parce que le mécanisme de financement n'est pas adapté à la filière. Ce n'est pas de l'achat-vente, c'est des investissements qui sont faits. Et quand toutes les possibilités de financement, c'est prendre de l'argent et commencer par le rembourser parfois le mois qui suit, ce n'est presque pas tenable pour eux. Les agriculteurs, ils vont parce qu'ils se disent, oui, j'ai besoin d'un fonds de roulement, mais ce n'est pas adapté. Mais avec le fonds, avec le FNDA, on espère vraiment qu'il y aura une part belle qui sera dédiée à l'agriculture pour que véritablement les mécanismes de financement soient adaptés à la filière et permettent de booster la filière. Mais à côté du fonds, est-ce qu'il ne faudrait pas justement réfléchir aujourd'hui à aller peut-être à une banque réellement pour pouvoir mieux aider cette filière de l'agriculture? La politique actuelle, c'est le fonds. On espère qu'elle sera convenable. Mais de façon générale, récemment, le gouvernement qui, heureusement, tout à l'heure, vous avez dit qu'il ne nous écoute pas assez, mais il nous écoute quand même. Il y a eu un plan de développement de la filière œufs de table. Nous souhaitons qu'il y ait un plan global de développement, un plan stratégique global de développement à filière avicole pour qu'il y ait à la fois les œufs, mais également le poulet, mais tout ce qui est volaille, hein, parce que l'agriculture aussi, c'est les dindes, vous avez parlé des lurons, c'est la pintade, c'est des cailles. C'est aussi des canards. Donc, pour que toute la filière, le poulet bicyclette, pour que toute la filière globalement soit prise en compte et permette de nourrir le peuple, parce que le poulet reste la viande la moins chère et elle est celle des populations qui, en tout cas, n'ont pas de gros moyens. D'accord. Allez, on va faire un dernier tour sur la question martiale. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, selon vous, qu'on mette sur pied du côté étatique notamment, et puis dans le domaine des producteurs concrètement, pour aujourd'hui booster et développer vraiment cette filière avicole au Bénin? Vous parlez de produits développés, mais vous ne parlez pas de la consommation qui nous concerne nous autres. Au fait, il va falloir que les acteurs même continuent leur organisation, constatée sur le terrain. Ils s'organisent déjà, mais c'est encore à un niveau, c'est acceptable, mais pas totalement ce qu'il faut. Il faut vous battre davantage pour que ce que vous devez obtenir, vous l'obteniez. À partir de ce moment, le gouvernement ou bien l'État doit pouvoir quand même savoir quel est son rôle
dans ce secteur-là. Parce que si vous parlez du FNDA, vous parlez ça ne va pas toujours parce que le fonds, là, il va falloir que vous ayez quand même des gens qui vous cautionnent. Le fonds sera là seulement pour cautionner les prêts. Et donc, tous les acteurs ou les producteurs ne seront pas logés, ne seront pas, disons, sélectionnés en quelque sorte. Donc, en ce moment, à partir de ce moment, il va falloir que l'État comprenne qu'il y a un véritable problème dans ce secteur où on doit retrouver plutôt un investissement ou des mises à disposition de fonds spécifiques pour la filière avicole. D'accord. C'est vrai que l'État a déjà, avec ce plan de développement du secteur agricole, comme vous l'avez dit, réfléchi déjà à pouvoir trouver les voies et moyens afin d'accompagner le secteur de l'aviculture. Wilfried. Non, je crois quand même qu'au niveau du ministère, de l'État, oui, la stratégie globale de relance du secteur agricole, la filière viande, œufs de table est bien logée. Je crois quand même que, même au niveau du programme d'action du gouvernement, maintenant reste à ce que les promesses se concrétisent pour qu'au niveau de la population, on sente qu'on peut manger sain et à moindre coût désormais. C'est toujours bon de manger chez soi ce qui est produit. Toujours bon de manger chez soi, merci. Le programme de plan de développement de la filière œufs de table seulement existe aujourd'hui. Rien n'est encore fait pour la viande et nous espérons que quelque chose sera fait également pour la viande. Et manger sain, il y a ce que l'État doit faire, mais il y a ce que nous, on doit faire au niveau de nous-mêmes en tant que producteurs, en tant qu'acteurs de la filière. C'est ce qu'on essaie de faire, de s'organiser en coopérative, trouver les mécanismes, quelles que soient les conditions actuelles, pour produire à moindre coût. Et au niveau des consommateurs, même si le poulet produit localement coûte 100 francs ou 200 francs plus cher, c'est le poulet qui développe mon pays et c'est le poulet dont je connais l'origine et qui m'apporte une bonne santé. Ça, c'est une bonne... Exactement. J'aime bien ça. Vous devenez patriote. Ben ouais, voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Nadia Kio, d'être venue sur le plateau de 5 sur 7 matin. Monsieur, merci à vous aussi. On vous retrouve mercredi prochain. C'était plutôt technique aujourd'hui, hein, parce qu'on l'a plus écouté. Non, c'est bien. Je pense quand même que les acteurs n'ont qu'à se laisser inviter par l'OETV. C'est un plateau pour qu'on sache ce qui se fait à leur niveau. Et puis, l'OMETA sera brisé. De toutes les façons, on a décidé de jeter un peu le regard également sur ce secteur-là, où il se passe beaucoup de choses, mais qui restent méconnues du grand public. Merci déjà, Nadia, d'avoir accepté de venir. On espère qu'après vous, il y en aura d'autres qui se prêteront aussi volontiers, parce qu'ils savent produire beaucoup plus chez eux. Parler de leur production, c'est un peu plus difficile. Merci beaucoup. Martial, on vous retrouve tout à l'heure, juste après, pour parler du budget général de l'État, exercice 2019, à travers les politiques en faveur de la création de l'emploi. Et vous recevrez tout à l'heure un expert en entrepreneuriat. Merci, on marque une courte pause et puis on vous retrouve pour la suite. Ça va être bien sûr Maurice Santan qui va nous rapporter quelques-uns des commentaires que vous avez laissés sur nos différents réseaux, Facebook, Twitter et puis et WhatsApp. Allez, à tout de suite. Les enfants qui sont venus, nous avons plein de choses à partager ensemble. Le corps humain comprend 3 parties, la tête, le tronc et les 4 membres. Nous sommes là pour danser, nous sommes là pour bouger, nous sommes là pour fêter, Mon conte roule, traverse plusieurs royaumes et compte sur 4 princesses dont le père ne connaissait pas le nom. Parce que je t'ai fait une petite infidélité, tu as préféré te mettre avec Aurélie. Là, ce sont les enseignants qui sont accusés. Depuis 1990, les anciens sont tous des patriotes. De jour comme de nuit,
Ils travaillent pour nous délivrer des affres de la maladie. L'exercice de droit de grève dans le secteur de la santé contraste avec le serment d'Hippocrate. Si l'infirmier ne se sent pas bien, est-ce qu'il peut bien soigner? Monsieur, où sont les brancardiers? Je suis venu avec une malade. J'en suis un, mais je ne travaille pas. Tout ce beau monde est désormais interdit de grève. Palabre citoyenne, c'est votre magazine où sur des questions d'actualité, le peuple fait son show, son cinéma. La voix de la radio qui vous parle sans que vous ne lui posiez jamais de questions vient d'annoncer la fin des grèves. Retour sur ce plateau donc